Merci beaucoup. Je vous remercie d'être présent et au cours de mon propos à m'interrompre éventuellement pour qu'il y ait une réciprocité qui nous permette d'avancer ensemble. Et avec votre permission, Madame Gatti, je voudrais vous remercier, bien évidemment, et dédier mon propos et cette réunion au personnel des archives municipales parce que je vous ai beaucoup sollicité. Alors, une première question très rapide. Pourquoi cet ouvrage? Pourquoi ce titre? Et comment cet ouvrage? Alors, ce que j'ai souhaité, c'était faire une relation personnelle. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça va? Oui. C'était faire une relation personnelle d'une œuvre collective qui s'est étendue sur 31 ans grâce à la confiance continue de la population. Et ce que j'ai souhaité aussi, c'est relater au plus près ces 31 années, d'où ma fréquentation des archives, quelquefois quasi quotidienne au cours de certaines semaines, et j'ai pu une nouvelle fois voir la disponibilité et la compétence d'un service public que je connaissais bien évidemment, mais pas sous cet angle de l'utilisateur. Bon. J'ai aussi utilisé mes propres archives personnelles et le fil conducteur a été mes mémoires, mes souvenirs, mes documents écrits que j'avais pu conserver, et recourir aussi à des documents que des collègues ou des personnes des services publics municipaux avaient pu rédiger. Alors, pourquoi ce titre du détail à l'horizon? C'est un titre qui est très simple. Je suis très souvent obsédé par le détail. Par exemple, une plaque d'égout qui n'est pas calée. Et si vous êtes le voisin de cette plaque d'égout non calée, vous avez tout au long de la journée, la nuit quelquefois, des centaines de véhicules qui passent, des cars, des bus, etc. Ça peut faire beaucoup de bruit. Bon. Et il suffit de mettre un bout de caoutchouc pour caler cette affaire. Et puis le détail, c'est surtout la vie quotidienne. La vie quotidienne, imaginez que vous soyez amoureux des archives, ce que je vous souhaite. Vous arrivez ici, les archives sont fermées, par exemple, pour différentes raisons. Bon, ben, c'est un détail qui pénalise la mémoire et le travail aussi. Puis l'horizon, lorsque l'on prend une décision ou qu'on ne la prend pas, il faut toujours essayer d'imaginer individuellement et collectivement les conséquences que cette décision va avoir ou les conséquences que cette décision ne va pas avoir, puisque on ne décide pas. Et lorsque l'on s'intéresse à l'horizon, il faut savoir que la ville est une institution, c'est aussi une population avec un parcours du temps immémorial concernant le passé, et nous l'espérons pour le futur, sans limite. Et on ne bâtit d'ailleurs jamais sur la table rase, et rassurez-vous, une ville n'est jamais finie, je dis rassurez-vous, parce que si demain, ce que je vous souhaite, vous intéressez au conseil municipal et à l'élection, vous aurez toujours du travail à faire. Alors, cette période 77-2008 est une période assez longue, et très curieusement, de 1945 à 2008, la ville de Rennes n'a connu que 3 maires. Le premier, c'était M. Milon, qui était professeur de géologie, un grand nom de la géologie française. Il a été maire de 1944 à 1953, mais il a estimé que son laboratoire de géologie le réclamait ainsi que ses étudiants. Lui a succédé Henri Fréville qui est un des vôtres, parce que c'est un grand historien. Il a été maire de 1953 à 1977. Pour la petite histoire, il est né dans le Nord, Pas-de-Calais. Il est venu ici au début des années 30 pour faire un remplacement au lycée Chateaubriand. Et il s'est installé dans une ville qui lui a plu. Ça a été aussi une personne qui s'est très impliquée dans la résistance. Et donc de 1977 à 2008, j'ai eu l'honneur, avec les personnes qui m'entouraient, de participer à la direction de cette ville. Et si je reviens sur 1977, et aussi l'un des pourquoi de cet ouvrage, c'est parce que 1977, ça a été une rupture politique tout d'abord,
La municipalité précédente était une municipalité qui comptait dans son dernier mandat de 71 à 77 des représentants de la démocratie chrétienne. Henri Fréville a été un grand nom de la démocratie chrétienne française, pas simplement locale. Il avait réuni en 1971 des représentants des républicains indépendants, proches du président Giscard d'Estaing. Il avait aussi réuni des personnes qui appartenaient à la famille gaulliste que l'on appelait à l'époque les UDR, Union démocratique de la République. Et si vous voulez, de 71 à 1977, il avait en quelque sorte unifié une certaine droite. Et donc voilà qu'en 1977, il y a une équipe d'union de la gauche qui arrive à la mairie. Alors ce changement est assez représentatif, d'une part, de l'évolution de la population rennaise, et d'autre part, des changements qui sont en train de se produire en Bretagne, avec les conséquences que les résultats électoraux peuvent manifester. Donc ça, c'est la première rupture politique. Deuxième rupture, alors une rupture politique, les fondations que nous créons continuent, puisque les sensibilités auxquelles moi j'ai appartenu, et qu'en tant que citoyen je n'ai pas oublié, sont toujours présentes aujourd'hui à la mairie de Rennes. Donc cette notion de continuité qui souligne l'importance de 77. Puis seconde rupture, on en parle beaucoup moins, et pour éviter toute polémique, je n'ai pas voulu la mettre en avant trop dans mon ouvrage. En 1972, le maire adjoint chargé de l'urbanisme, qui s'appelle M. Chaudet, qui sera tête de liste au municipal en 1977, décide d'arrêter la construction sur Rennes, car il estime que Rennes a beaucoup construit et qu'il faut que la périphérie construise. Alors, cette décision d'arrêter la construction sur Rennes était une décision profondément politique, parce que, je reprends ces termes, il y a suffisamment de logements sociaux sur Rennes, il faut que les communes périphériques puissent prendre leur part. Et puis, lorsque nous arrivons en 77, nous prenons un autre cours qui est de relancer la construction. Il faut dire que les entreprises du bâtiment avaient été quelque peu pénalisées par cette décision non affirmée de 1972, relancer la construction, relancer le développement de la ville de Rennes. Et puis, troisième rupture, qui était également tout à fait fondamentale, c'est que nous allons instaurer une nouvelle relation avec la population et les composantes de la population. Alors, cette nouvelle relation, l'expression figure d'ailleurs dans le manifeste municipal de 1977, est une nouveauté qui n'est pas propre à la ville de Rennes, à la nouvelle équipe rennaise, mais qui traverse, je pense, un certain nombre de villes. Et lorsque je parle de nouvelles relations, entendez par exemple qu'en 1971, mon prédécesseur, pour des raisons de génération, pour des raisons de dépolitisation, c'était l'expression qu'il utilisait, n'a pas fait de campagne électorale. Ça ne lui a pas empêché d'avoir 58% des suffrages. Mais vous voyez, c'était un comportement et un choix. Et illustration de ce genre de choses, moi j'ai été élu conseiller général en 1973, et nous avions décidé au Conseil général d'Ille-et-Vilaine de créer un groupe politique. Alors il faut dire que notre groupe politique comprenait 4 personnes. Bon. Mais il ne pouvait pas, il était président du Conseil général, il ne pouvait pas accepter qu'il y ait un groupe politique. Bon, ceci dit, ce genre de choses n'a pas fait rompre le respect que j'avais pour cette personne. Et lorsque l'on est élu en 1977, au titre par exemple de cette nouvelle relation, c'est en juin 1977, nous organisons une opération mairie porte ouverte. Bon. C'était un samedi, opération très bien managée, et pour que cette opération ait un sens, j'avais voulu à ce que tous les directeurs des services, dont service des archives municipales, présentent leurs services. Présentent non pas la politique de la nouvelle équipe, mais présentent leurs services. Et tous les élus étaient dans leur bureau pour accueillir la population. Et c'est plusieurs milliers de personnes qui ont défilé. Je me souviens toujours
de cette petite fille qui doit avoir 7 ou 8 ans, qui vient avec sa classe. Je suis dans mon bureau, elle se plante devant moi et me dit « Mais quel examen as-tu passé, toi, pour être là ?» Bon, et bien je lui dis « C'est très simple, moi je suis passé devant un jury et j'ai eu la moyenne. » Et c'est comme ça que... nouvelle relation aussi, par exemple, le parc Auberture, rue de Paris, était un parc fermé. Nous avons ouvert ce parc. D'autre part, à l'époque, le conseil municipal se tenait dans une salle assez réduite, au second étage de l'hôtel de ville. Il fallait passer par des escaliers pour y arriver. La place du public était très limitée. Et j'ai décidé avec mes amis que le conseil municipal se tiendrait dans le grand salon d'honneur de la ville, très facile d'accès. Nouvelle relation aussi. Avant, les mariages se faisaient au rez-de-chaussée dans l'aile droite de la mairie, et j'ai décidé que les mariages se feraient dans le grand salon de l'hôtel de ville. Alors, quand j'ai décidé cela avec mes amis, il y avait 2 raisons. La première raison, c'était que la population puisse s'emparer du grand salon de l'hôtel de ville. Et puis, il y avait une autre raison tout à fait personnelle, qui n'a rien à voir avec l'histoire. J'étais célibataire. Et pendant la campagne électorale, il y avait eu des libelles qui me concernaient et qui m'attribuaient des relations, certains types de relations. Bon, moi, je ne vais pas m'expliquer là-dessus, mais vous voyez, un maire célibataire, alors j'étais vraiment maire et vraiment célibataire, ne pouvait pas s'intéresser à la population et au mariage. Eh bien, j'ai décidé que les mariages se feraient dans ce grand salon, et j'avais décidé que le premier mariage qui aurait lieu au lendemain de mon élection, je le ferais. Et je me souviens toujours, il y avait 4 personnes à ce mariage-là, des personnes d'ailleurs qui sont devenues mes voisins, et la télévision, bien évidemment. Bon, voilà, vous voyez, des symboles. Dans la vie, il faut trouver des symboles qui puissent éventuellement marquer. On vous remercie beaucoup, bonne continuation. Hein, au revoir. Hein. Voilà, si vous voulez, cette nouvelle relation qui engage, bien évidemment, parce que il faut que les personnes en situation de responsabilité aient cette culture. Il faut dire que nous étions aussi, nouvelle génération, des héritiers de mai 68, aussi des militants associatifs, des militants syndicalistes. Bon. Alors, mon propos va s'articuler autour de 2 idées. La première idée que je vais avancer, c'est nous avons fait vivre, il faut faire vivre la démocratie. Lorsque l'on a les fonctions de maire et d'élu, il faut faire vivre la démocratie. Mais faire vivre la démocratie doit avoir une finalité, faire vivre la démocratie pour ordonner, pour mettre en œuvre une stratégie de développement solidaire. Voilà donc les 2 lignes de force, si vous voulez, que je vais développer devant vous. Faire vivre la démocratie et poursuivre une politique de développement solidaire. Alors, concernant la démocratie, elle repose dans une ville, bien évidemment, comme dans n'importe quel pays, sur la notion de citoyenneté. Avant d'être des habitants, vous avez affaire à des citoyens et à des personnes. Je ne confonds pas les 2 mots, mais qui sont très complémentaires, parce que, comme je sais que vous êtes des juristes très avertis, on est citoyen à partir de, à l'époque, c'était 18 ans. C'était 18 ans. Mais tout le monde n'a pas 18 ans, donc tout le monde n'est pas citoyen. Et il y a des personnes qui sont mineures de 18 ans et qui sont des personnes. C'est pour ça que la notion de respect de la personne humaine, notion puisée notamment chez Emmanuel Mounier, est quelque chose de très important. Et puis, lorsque je parle de citoyenneté, vous avez aussi des personnes qui ne sont pas citoyennes ou citoyens français. C'était à l'époque où nous défendions notamment le droit de vote local aux personnes étrangères non membres de la communauté économique européenne. Et lorsque j'évoque cette notion de citoyenneté urbaine, citoyenneté dans la ville, il y a un principe auquel il faut faire très attention. Une ville ne peut pas être accaparée par une profession. Une ville ne peut pas être accaparée par une logique, une simple logique financière, par exemple. Car si une logique, une profession ou un clan, alors ne vous méprenez pas, ce genre de choses peut exister. Et lorsque j'évoque la citoyenneté, par rapport à la notion de clan, par rapport à la notion de logique,
nous voyons une différence entre la France et la Grande-Bretagne. En France, la référence, la cellule de base de la démocratie, c'est la citoyenneté, ce n'est pas la notion de communauté, quelles que soient les caractéristiques de cette communauté que l'on peut retenir. Et puis, lorsque l'on gère aussi une ville au nom de la démocratie, la mode n'a pas à s'emparer de la ville. Un temps n'a pas à s'emparer de la ville. Un temps, il y a le temps du quotidien, mais aussi il y a le temps du futur, il y a le temps de telle et telle personne, et puis il y a le temps des autres. Voilà, si vous voulez, quelques éléments introductifs que je voulais placer concernant ce vécu démocratique, avec une expression que l'on a mise en place en 1988-89, vivre en intelligence. Alors pourquoi avons-nous retenu cette expression? D'abord, ça nous permettait de montrer notre esprit créatif par rapport au vivre ensemble, et ça collait, je pense, et ça colle toujours à la mentalité de cette ville, à la composition de cette ville dans laquelle le mouvement associatif, la part des universitaires, même si les universitaires n'ont pas à diriger la ville, quelque chose d'important. Et vivre en intelligence, c'est aussi tisser des liens. Il y a une expression d'Yvon Lomen que je trouve très, très belle qui parle du pont des mots. Et la parole, les mots, permettent précisément de tisser des liens. Et évoquant ce passage, cette ligne directrice, il y a deux mots que je vais essayer de développer devant vous. C'est la notion de pluralité et de pluralisme. Il ne faut pas confondre les deux. Quand vous prenez l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, la pluralité existait en Afrique du Sud, mais le pluralisme n'existait pas. Bon. Et cette notion de pluralité, de pluralisme, dans une approche globale de la ville, nous l'avons déclinée dans de très nombreux secteurs que je voudrais passer en revue pour ne pas être trop long, parce qu'il y a beaucoup à dire. Première application, si vous voulez bien, de la notion de pluralisme et de pluralité, c'est le domaine culturel. Nous avons à Rennes, et nous avions toujours à Rennes, une richesse associative extrêmement importante et très ancienne. Et pour parfaire cette richesse associative, pour assurer la continuité du monde associatif, nous avons mis en place un système de conventionnement. C'est mon collègue et ami regretté Martial Gabillard qui, en tant que charge de la culture, élu à la culture, avait promu ce genre de démarche. Alors, qu'est-ce que c'est que le conventionnement avec les associations? C'est la négociation d'un contrat qui permet d'asseoir la subvention que vous attribuez à ces associations en fonction de critères objectifs. Critères objectifs, c'est par exemple le nombre d'adhérents. C'est par exemple le nombre d'activités, de conférences, de travaux que cette association peut faire. Et autre élément également tout à fait positif de ce conventionnement des associations, de ce contrat avec les associations, bien souvent ces associations qui gèrent notamment des équipements emploient du personnel. Et si vous voulez que la mission de l'association puisse s'étendre dans le temps, si vous voulez que le personnel demeure et bénéficie d'une certaine sécurité, eh bien, il faut bien assurer la continuité de leur rémunération pour qu'ils ne soient pas emportés par les inquiétudes du temps, comment sera-t-on rémunéré demain, etc. Et cette notion de conventionnement, au bénéfice notamment des associations gestionnaires d'équipements, était quelque chose de très important et reste toujours important. Et lorsque j'évoque le mouvement associatif et cette notion de pluralité, il est important aussi que des synergies très librement constituées puissent exister pour qu'il y ait des mises en commun. Et ça a été l'époque aussi où on a créé des maisons. Par exemple, vous avez eu, soutenu par la ville, la maison de la consommation et de l'environnement qui existe toujours. Vous aviez, et vous avez toujours, la Maison internationale de Rennes. Alors pourquoi Maison internationale de Rennes? Parce que du fait de l'université, qui accueille des étudiants venant du monde entier, du fait de Ouest France, journal très tourné vers l'extérieur, du fait aussi d'un collègue, d'un ami malheureusement lui aussi disparu, qui s'appelle Jean Rau, qui était le fondateur du droit européen à Rennes. Nous avons tissé d'énormes relations,
y compris des jumelages qui existaient avant nous, mais que nous avons étendus, et des formes de coopération. Par exemple, l'une des nouvelles coopérations que nous avons mises en place, c'est avec le plateau Dogon du Mali. Et quand je vois ce que devient le Mali aujourd'hui, je m'interroge beaucoup sur l'action qui a été la nôtre, non pas pour la remettre en cause, au contraire pour essayer de la justifier et de la continuer indépendamment de ce qui peut se passer. Il y avait la maison du combattant. Mme Gatti, nous parlions de cet invité que vous allez avoir au mois de décembre. Il faut savoir que le mouvement des anciens combattants, anciens résistants, etc., était à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, extrêmement fort. Hein. Il n'y avait pas le temps de séparation entre la fin de la Seconde Guerre ou la fin de la guerre d'Algérie, et aujourd'hui c'était différent. Et j'apporte une précision, c'est que lorsque l'on parlait de la maison du combattant, ou que j'accueillais des associations d'anciens combattants, je n'oubliais jamais de parler des opérations extérieures de la France, c'est-à-dire la présence de nos militaires à l'extérieur. Je n'oubliais jamais de parler des grandes institutions de coopération internationale et bien évidemment de la paix. C'est pour ça que quand vous penchez sur le passé, il ne faut pas se laisser enfermer dans le passé, l'histoire est là, mais il faut essayer toujours de se projeter, de voir les suites conséquentes qu'il peut y avoir. Pluralisme syndical, les organisations syndicales font partie de la citoyenneté. Et j'avais tenu, par exemple, à ce que chaque 1er mai, manifestation officielle, les organisations syndicales soient reçues à la mairie. Ce n'était pas le seul moment où elles étaient reçues à la mairie, mais elles pouvaient bénéficier de l'actualité, elles pouvaient bénéficier aussi des attachements qui étaient les nôtres. Et lorsque j'évoque le pluralisme syndical, c'est la ville, par exemple, qui finance les hébergements locaux des organisations syndicales. La ville aussi attribue des subventions à toutes les organisations syndicales en fonction de critères objectifs. Le premier critère objectif, c'est bien évidemment le nombre d'adhérents, les manifestations qui existent. Alors, ces subventions couvrent aussi les dépenses que l'on disait, mais qu'on a toujours dit, des dépenses de fluide, c'est-à-dire d'électricité, etc., avec bien évidemment une part à la charge des organisations pour qu'elles aient une démarche déjà sobre et déjà responsable. Et puis, lorsque j'évoque ce pluralisme, eh bien, il y a le pluralisme religieux. Bon, nous sommes en Bretagne, et la loi de 1905 est là, elle n'est pas simplement là en Bretagne, elle est là au niveau national. Et je m'étais aperçu avec mes collègues qu'il y avait une inégalité dans les soutiens budgétaires par rapport aux religions, par rapport aux philosophies. Ces inégalités étaient les suivantes, c'est que du fait de l'importance, par exemple, du patrimoine placé sous l'égide de la religion catholique, le patrimoine utilisé par les catholiques recevait des subventions extrêmement importantes. C'était le fruit de l'histoire, et puis aussi de l'approche bienveillante de la municipalité, de la ville, approche bienveillante qui devait continuer. Or, quand vous êtes à Rennes, comme dans n'importe quelle autre ville, il y a des religions qui se créent et qui se développent. C'est ainsi que, au nom de la loi de 1905, au nom de la conception qui était la nôtre de la laïcité, à savoir respect du pluralisme des croyances, des cultes, des expressions, au nom de l'égalité également entre les différentes églises, nous avons décidé en 1980 de construire un centre culturel islamique. J'évoque ce point, alors un centre culturel et non pas un centre cultuel. Il est évident que dans la culture, il y a aussi le culte. Et parlant de la démocratie, il ne faut pas croire que dans une ville ou que dans un pays, la démocratie, la consultation, la relation soit un long fleuve tranquille. En 1980, il y a eu de violentes protestations très, très conservatrices, je dois dire très racistes, contre cette idée. Il y a eu des manifestations, des interventions,
du style avec ce centre culturel islamique. D'ailleurs, on ne parlait pas de centre culturel islamique. Hein. Les gens qui étaient hostiles parlaient de mosquée. Hein. Alors, ils voyaient les minarets, etc. C'est 20 000 musulmans, 20 000 arabes qui vont venir, qui vont déferler. Et je me souviens d'avoir fait de très nombreuses réunions dans la partie sud de la ville, parce que c'était là que ce centre culturel islamique devait être construit. Parmi les accusations ou les protestations, les pressions, très régulièrement, on venait me dire « ta fille sera violée ». On vous dit ça publiquement. Hein, eh bien, il faut répondre et il faut être présent. Et ce bâtiment, Centre culturel islamique, a été remis en gestion à une association de gestion qui fonctionne tout à fait correctement. Et quand je vous parle de ce racisme, de ces protestations, je me souviendrai toujours de certains promoteurs rennais qui ont fait des démarches auprès des personnes dans le voisinage de ce centre pour leur dire « mais vends ta maison, vends ton appartement le plus rapidement possible parce qu'avec tous ces musulmans-là, eh bien, la valeur de ton appartement, la valeur de ta maison va être quasiment destituée. » Et indépendamment des interventions que nous avons pu faire, des réceptions que j'ai pu faire quelquefois, des réceptions individuelles pour dire à ces personnes-là, faites ce que vous voulez, mais ne vendez pas. Eh bien, certains ont vendu, mais vous voyez aussi comment certaines logiques peuvent heurter, peuvent se déployer. Et donc, en 1980, on crée ce centre culturel islamique. 20 ans après, on en crée un second à Villejean. Et 20 ans après la création du premier centre, ce centre de Villejean, le centre Avicenne, a été créé, construit dans l'indifférence la plus totale. Alors, que je précise aussi, c'est que à Rennes, ou plus exactement en périphérie de Rennes, à Noyal-le-Châtillon, pas très loin de l'écomusée de la Bâtinais, vous aviez déjà, il existe toujours, un centre cultuel musulman, propriété des Turcs. Les Turcs ont des démarches un peu particulières, et bien évidemment, comme il y a beaucoup de gens du bâtiment dans cette catégorie de population, ce sont les Turcs eux-mêmes qui avaient construit le bâtiment. Et je suis allé plusieurs fois dans ce centre totalement privé, et là j'ai vu vraiment quelles étaient les cloisons qui étaient érigées entre les hommes et les femmes. Bon, ça fait partie de la vie. Et lorsque j'évoque ce pluralisme religieux, si je prends la religion bouddhique, si je prends les protestants, la religion juive également, ces religions-là bénéficient sur Rennes de locaux, qu'ils soient propriétés de la ville ou qu'ils soient propriétaires d'autres personnes, mais ces locaux-là, dans leur construction ou pour leur modernisation, ont bénéficié de subventions. C'est le cas par exemple du temple protestant boulevard de la Liberté. Le protestant boulevard de la Liberté n'est pas la propriété de la ville, c'est la propriété d'une association. Mais il y a eu des investissements qui ont été faits, financés par la ville. Bon, si vous prenez le culte bouddhique ou le culte israélite, ce sont deux cultes à Rennes qui sont hébergés dans des locaux de la ville et locaux qui sont financés par la ville. Et j'évoque cette notion de pluralisme parce que ça fait partie de la vie et cette notion de respect des croyances, respect des cultes, fait aussi partie de l'égalité, nous semble-t-il. Et puis, autre domaine, bien évidemment, de pluralisme, c'est le pluralisme scolaire. Alors, c'est une question qui, aujourd'hui, n'a plus l'importance et la présence qu'elle pouvait avoir à l'époque, à savoir la concurrence, la rivalité entre l'école publique et l'école privée catholique. Quand je dis école privée catholique, c'est à dessein, parce qu'aujourd'hui, les écoles privées non catholiques sont en pleine expansion. Et lorsque nous arrivons en 1977, nous prenons l'engagement de ne pas entretenir la guerre scolaire, parce que la guerre scolaire, elle a existé, elle existait toujours à l'époque. C'est ce qui fait qu'en étant à la mairie en 1977, nous décidons de continuer la politique de nos prédécesseurs, qui était là aussi une interprétation bienveillante, et nous allons prendre à notre charge des démarches de financement, d'investissement ou de fonctionnement qui ne résultaient pas nécessairement d'une lecture
assidu de lois et de la législation. Et je suis heureux de constater que par notre démarche, eh bien, on a avancé vers la paix scolaire. Pour rappeler l'histoire, en 1978, s'était tenu un congrès des écoles privées catholiques à Rennes, et la grande question qui m'était posée, est-ce que, en tant que maire, vous allez aller saluer les congressistes de l'enseignement catholique privé? Et j'avais décidé d'y aller pour exposer nos thèses. Alors, ça se déroulait salle Omnisport, qui s'appelait la salle de la Liberté. J'avais bien évidemment rédigé mon discours en faisant très attention, parce que c'était l'époque où la formation politique à laquelle j'appartenais avait opté pour la création d'un grand service public laïque obligatoire de l'enseignement, avec des procédures de décentralisation d'ailleurs qui avaient été systématiquement omises par les médias, les critiques, etc. Bon. Et donc j'y suis allé, j'avais été écouté dans un silence total. Il y avait 5000 personnes, simplement il y a eu une voix à un moment donné qui dit « assez ». Alors je reste convaincu que les organisateurs du colloque avaient passé un mot d'ordre pour dire « laissez-le s'exprimer et puis nous l'applaudirons après », ce qui s'est passé. Et vous voyez comment le contexte doit être rappelé, et si la première partie de mon ouvrage est consacrée à une approche historique, la succession des mandats, c'est pour montrer aussi que au cours de 31 années, il y a eu des évolutions extrêmement importantes pour différentes raisons et de différentes manières. Et lorsque j'évoque ce pluralisme-là, c'est bien évidemment le pluralisme de l'information. Alors, pluralisme de l'information, j'ai appartenu à un gouvernement qui a légalisé les radios privées. Bon. Et il y avait un certain nombre de radios privées à Rennes, radios illégales avant 1981, et là aussi, au nom du pluralisme, eh bien, il était important de soutenir financièrement, et de manière très, très respectueuse des libertés, ces différentes radios. C'est aussi à cette époque-là que l'on crée Télé-Rennes, que la ville est câblée. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien vous pouvez avoir de chaînes à partir de ce cas, mais c'est facilement une trentaine. Et lorsque j'évoque le pluralisme, c'est bien évidemment aussi la création d'un service information à la ville de Rennes. Et si vous avez une minute et que vous, lors d'une prochaine visite des archives, vous allez vous intéresser au rayon qui est par là, hein, et où il y a toute la collection des Rennais. Et là, vous allez voir l'évolution de la dimension du journal Les Rennais. Hein, c'est parfaitement représentatif des évolutions et de l'importance de l'information que nous avons pu donner. Et puis, lorsque j'évoque ce pluralisme et la notion de démocratie, ce qui m'importe, c'est la notion de rencontre. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les opportunités de rencontre qu'un maire peut avoir ou qu'un élu peut rencontrer. Alors, il faut être à la hauteur de ces rencontres, mais cette notion de rencontre par des réunions, par des rendez-vous, par des démarches dans les quartiers, marcher dans les quartiers. J'évoque cette notion de démarche de quartier qui consiste à ce que des élus, des gens de l'administration puissent circuler dans un quartier pour voir ce qu'est le quartier, comment il fonctionne, rencontrer des gens. Vous apprenez quelquefois beaucoup plus en marchant dans la ville qu'en lisant tel ou tel rapport, telle ou telle note. Et si j'évoque la marche dans la ville, c'est parce que j'avais tenu à en faire dans tous les quartiers. On avait commencé par Clenay, parce que c'était le quartier quartier de l'Abbé Pierre, 1953, posait le plus de problèmes en termes de, comment dirais-je, de réponse à la population. En termes de logement, le quartier de Clenay à l'époque était symbolisé par la cité d'urgence. On avait dû faire face à un urbanisme d'urgence. Alors pourquoi j'évoque l'Abbé Pierre? Tout simplement parce que lors d'une émission en janvier 1953, c'était sur Europe numéro 1, il avait eu cette phrase qui a été un coup de tonnerre. Hein. Une femme se meurt. Une femme meurt, c'était à Paris. Une femme meurt de froid. Bon, vous imaginez la réaction de l'humanisme qui doit nous imprégner. Et à Rennes, vous aviez une mobilisation des services municipaux, mobilisation d'Ouest-France, mobilisation de l'armée, mobilisation
d'un certain nombre d'entreprises pour construire précisément cette cité d'urgence. Bon, elle avait été construite dans des conditions très, très rapides, l'urgence, mais elle était demeurée. Et cette cité était là, imprimant d'ailleurs un certain état d'esprit. Clenay, pour la population rennaise, c'était quelque chose d'isolé, de lointain, mauvaise réputation, et donc on avait pris l'engagement de changer Clenay, et on a changé Clenay. Ça a pris du temps, mais donc démarches de quartier, on avait procédé à ces démarches de quartier dans tous les quartiers, et on les a transformés avec le temps. Alors, marcher dans la ville, cette expression n'est pas de moi, même si j'ai pu l'utiliser, mais en 2003 ou 2004, j'avais eu la chance de pouvoir inviter à la mairie Paul Ricoeur. Paul Ricoeur a passé son adolescence à Rennes. Paul Ricoeur est un orphelin de la guerre 14-18, et il a été élevé par ses grands-parents qui étaient fondés de pouvoir, habitant boulevard Sévigné. Alors vous voyez, fondés de pouvoir, boulevard Sévigné. Bon. Et quand j'étais étudiant, le boulevard Sévigné, c'était quelque chose. Tout comme d'ailleurs une cité dont on ne parle plus à ma connaissance, c'est la Barre Saint-Just. Quand j'étais étudiant, donc dans les années 60, il y avait une typologie, une caractéristique affectée à ce boulevard et à cette barre tout à fait représentative. Je fais une anecdote pour vous illustrer aussi la ville. Je suis jeune conseiller général donc, en 1973, et il est question de construire une cité judiciaire, parce que là où les tribunaux sont hébergés au Parlement, les fonctions sont difficiles à exercer, le confort n'est pas moindre, et donc grand débat, où construire une nouvelle cité judiciaire. Et il y a une orientation qui se fait pour localiser de nouvelles cités judiciaires au sud de la Vilaine. Violente réaction des avocats, violente réaction des magistrats. Quand on est magistrat, avocat, on ne descend pas à la Vilaine. Parce que la Vilaine a été pendant très longtemps une barrière. Alors si j'évoque ça, c'est parce qu'il faut toujours se pénétrer de la sensibilité d'une ville pour la connaître et quelquefois faire face. Et donc on ne descend pas à la Vilaine. C'est pour ça qu'une directrice des archives municipales ou ses cadres n'aurait jamais habité au sud de la Vilaine. Bon. Et petite histoire aussi à l'époque, grand sujet et d'études, où est le point central de la ville? Alors, il était arrivé quand même à la place de la mairie, mais on ne savait pas si le centre-ville, c'est comme la gare de Perpignan et Salvador Dali, on ne savait pas si le centre-ville était place de l'hôtel de ville ou du côté de la paix. C'était le grand sujet. Et aujourd'hui, vous avez des cabinets d'avocats qui sont au sud de la Vilaine, et on a tranché le débat. La cour d'appel reste au Parlement, et donc les autres tribunaux vont dans la cité judiciaire. C'est pour ça que quand on a construit l'hôtel de Rennes Métropole dans le sud de la ville, ça a été la première construction symbolique de commandement au sud de la ville, dans la ZUP. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas nécessairement, enfin, dans les années 60-70, on ne parlait pas du Blône comme aujourd'hui, on disait la ZUP. Et quand on a construit le Triangle, par exemple, violente protestation, on ne met pas une maison de la culture dans une ZUP. Et ce sont des propos qui étaient tout à fait ordinaires à cette époque-là. Alors, quand je parle de la rencontre, je ne vais pas m'étendre là-dessus, simplement, on a mis en place des commissions extra-municipales, des comités consultatifs, des comités d'usagers, grande disponibilité. Et si j'évoque Paul Ricoeur, lui, il habitait boulevard Sévigné, il fréquentait le Temple, il était protestant, boulevard de la Liberté. Et il avait une petite amie qui est devenue sa femme, qui fréquentait aussi le Temple, boulevard de la Liberté, mais qui habitait au sud de la gare. Donc, vous voyez la distance sociale, culturelle qu'il pouvait y avoir entre le boulevard Sévigné et le sud de la gare. Et lorsqu'il dit « j'ai marché dans la ville », parmi ses points de repère, il y a le cimetière du Nord, il y a aussi le journal Ouest France, la rédaction locale de Ouest France, parce qu'à l'époque,
y compris quand j'étais étudiant, vous aviez dans le hall central d'Ouest France écrites à la craie les nouvelles qui pouvaient exister et intéresser les gens. Et un point que je veux vous signaler, lorsque l'on parle de rencontres, les gens pensent toujours qu'il y a une très grande distance entre les élus ou entre les directeurs, les cadres et la population. Et cette notion de rencontre, de lieu, de temps de consultation, de participation, à travers toute une série d'organisations, est quelque chose, je pense, de très important. Et cette notion de proximité, là, elle est fondamentale, y compris lorsque l'on s'intéresse au quartier. Bon, on a mis en place, par exemple, des élus de quartier, on a mis en place des conseils de quartier, on a mis en place des projets de quartier, de manière à ce que des espaces sociaux communs, par exemple, dans les différents quartiers. Proximité en matière culturelle, j'ai cité le triangle, mais sur le plan culturel, vous avez des équipements culturels centraux, mais vous avez aussi des équipements culturels dans les différents quartiers. Et évoquant la notion de proximité, c'est quelque chose de très personnel que je veux vous dire, moi je n'ai jamais reçu quelqu'un derrière mon bureau. Alors il est vrai que j'avais un grand bureau, mais vous imaginez, quand vous avez un grand bureau, que vous recevez quelqu'un qui est nécessairement à 3 mètres, il y a quand même, enfin je ne veux pas évoquer la table de rencontre entre M. Poutine et Emmanuel Macron, mais vous voyez, c'est caricatural, comme, avec toutes les interprétations possibles. Mais je n'ai jamais, je ne me suis jamais assis derrière mon bureau pour recevoir quelqu'un. Et j'ai toujours pensé à ma mère, si elle était venue dans mon bureau pour demander quelque chose au maire, à 3 mètres, la communication n'existe pas. Il faut faire très attention à ne jamais humilier quelqu'un. Je me souviens, le premier propos que François Mitterrand nous avait tenu lors de la première réunion du Conseil des ministres, ne jamais humilier quelqu'un. Que ce quelqu'un soit un gamin, que ce quelqu'un soit une grande personne, ou que ce quelqu'un soit un peuple. C'est une règle. Alors, il faut faire très attention à ce que l'on dit, aux mots que l'on emploie, quelles que soient ces fonctions. C'est pour ça que quand on parle de la proximité, du rapport avec les uns et les autres, il y a aussi la notion de civilité qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà ce que je voulais dire concernant cette notion de construction, de vie de la démocratie. Alors j'ai évoqué par exemple les turbulences que nous avons rencontrées lors de la construction du premier centre culturel islamique, mais si vous êtes à Rennes depuis les années 80, il faut que vous sachiez que quand on a créé la première ligne de Val, ça a été un moment de chahut, de tumulte, etc. Alors, il faut essayer de convaincre, parce que quand on parle de la démocratie, il ne s'agit pas simplement de rallier des suffrages, de convaincre, il faut essayer d'expliquer et de défaire un certain nombre de préjugés. Et je trouve qu'aujourd'hui, mais ça a toujours été comme ça, il y a énormément de préjugés, y compris des préjugés construits par des scientifiques, et je pense notamment à une certaine pensée libérale économique, qui n'est que préjugé, et comme préjugé totalement faux. Donc voilà la démarche. Et cette notion de faire vivre la démocratie, elle commence bien évidemment par l'élection, et je ne peux pas accepter, enfin si j'accepte puisque je suis ouvert, hein, mais je trouve intolérable qu'un maire se présente sans étiquette. Il a le droit d'être sans étiquette, mais il ne peut pas être sans idée. Il ne peut pas être sans programme. Il ne peut pas dire, il ne doit pas dire ses différentes appartenances. Il faut qu'il dise ses différentes appartenances, parce que pour parfaire son activité, eh bien, il y a toujours des décisions gouvernementales à prendre, etc. Et lorsque je parle de démocratie, on ne va jamais à la rencontre de quelqu'un, que ce soit lors d'une inauguration, lors d'un rendez-vous, on ne va pas à ces rendez-vous, à ces rencontres, les mains dans les poches. Ça se présente, ça se prépare, et la démocratie, qu'il s'agisse des citoyens ou des élus, demande un effort. Ça ne se règle pas par des tweets, indépendamment de l'utilisation de tout ce que l'on peut faire des nouvelles technologies. Alors, la démocratie, elle a un but, eh bien, c'est, dans les propos que je tiens et dans l'écrit que j'ai fait, c'est de développer une démarche qui comprend un ensemble de politiques pour précisément donner de l'assise, de la consistance à un développement qui doit être solidaire.
Et lorsque j'emploie le mot de développement, c'est le développement de la collectivité, le développement des différentes activités, mais aussi le développement des personnes, parce que la démocratie, c'est une démarche de partage et d'enrichissement. Alors, sur cette notion de développement solidaire, il y a un ensemble de politiques, je ne vais pas toutes les développer, par exemple, vous devez vous intéresser à l'économie, et je pense que l'on a participé à la mise en place d'une nouvelle économie rennaise. Vous avez une politique culturelle, vous en faites partie en tant que service des archives et spécialiste de cette partie culturelle. Et pour parfaire aussi ce développement, il est important que vous ayez des plans, des programmes. Et je suis heureusement surpris et très attaché à la diversité des programmes, des projets que l'on doit avoir pour gouverner la ville, pour conduire la ville. Un plan d'action foncière, par exemple, un plan de circulation avec le côté prospectif que ça peut avoir, un plan énergie. En 1978, par exemple, nous avons créé une dizaine de commissions dans les différents services de la ville pour maîtriser l'énergie. Vous pouvez refaire le vocabulaire de l'époque, ce n'était pas immédiatement la maîtrise de l'énergie, c'était les économies d'énergie. Et après, on a trouvé l'expression maîtrise d'énergie. Et vous voyez comment il y a des choses qui, heureusement, se répètent. Et je me souviens qu'à l'époque, après avoir mobilisé tout le monde, sur des questions de circulation, sur des questions d'aménagement, de chauffage urbain, etc., en 1984, nous avions économisé, grâce à ces mobilisations, l'équivalent de ce que la ville avait dépensé en tant qu'entreprise en énergie en 1978. Et c'était quelque chose vraiment de révolutionnaire et d'anticipateur. Alors, pourquoi avions-nous ça? Parce qu'il y a eu les fameuses crises pétrolières des années 70. Vous voyez, répétition peut-être intéressante. Alors, ce que je vais faire, parce que le temps tourne, c'est m'intéresser à une politique que je trouve essentielle, qui est la politique de logement au niveau de la ville. Alors, à un moment donné, dans la seconde partie de mon ouvrage, je dis ceci, une ville doit accueillir. Si une ville n'accueille pas, alors c'est un sens très général, si une ville n'accueille pas, elle exclut. Et le premier besoin, la première demande des personnes, c'est bien évidemment une demande de logement. Car si vous n'avez pas un logement, vous n'avez pas de domicile, vous ne pouvez pas bénéficier des services qui peuvent exister. Si vous n'avez pas un logement, vous n'avez pas d'emploi, etc. Il y a un processus cumulatif. C'est pour ça que le droit au logement est quelque chose d'essentiel. Notez que les Américains ne parlent pas du droit au logement. Ils parlent du droit au toit. Si vous êtes sous un pont, vous avez un toit. Ce n'est pas une caricature. C'est l'interprétation que les tribunaux et les hautes cours américaines donnent. La Cour suprême donne. Bon. Il arrive que la Cour suprême prenne d'autres décisions de révision qui montrent qu'un droit essentiel n'est jamais acquis. Alors, cette notion d'accueil et de logement a été un élément déterminant, l'élément déterminant de notre démarche et de notre politique. Et à l'époque, tout comme maintenant d'ailleurs, vous avez une demande de logement qui est extrêmement importante. Je lisais une déclaration de quelqu'un c'est de Rennes Métropole, une de vos collègues de Rennes Métropole qui participait à un congrès il y a quelques jours sur le logement. Et elle rapportait qu'en 2021, sur l'agglomération rennaise, vous aviez 24 000 demandes de logements locatifs aidés. 24 000 HLM, entre guillemets. Ce qui fait que cette demande est pressante, elle a toujours été présente. Et vous ne pouvez pas, lorsqu'il s'agit du logement, vous ne pouvez pas laisser jouer la loi du marché, parce que si vous laissez jouer la loi du marché, eh bien, je prends le cas de ce bâtiment, vous n'avez pas d'archives. Vous avez des logements de standing, parce que le logement de standing rapporte... Et puis quand on a affaire à des logements de standing, il y a une certaine population qui peut être très distante par rapport à certains services publics. Bon, je ne veux pas caricaturer. Et donc cette notion de droit au logement
et de répondre à une demande. Elle demande une intervention publique, elle demande une authentique régulation, et le marché, la loi du marché, ne peut pas être exprimée de manière libre, désordonnée, sans limite. Alors, dès 1977-1978, donc, nous relançons la construction. Je ne vais pas détailler tous ces éléments, mais il y a une chose que vous ne voyez pas. La politique que nous avons menée a été placée sous le signe de la mixité sociale. Alors, notons qu'en 1977 et en 2008, le pourcentage de logements sociaux n'a pas beaucoup varié à Rennes. Quand je dis le pourcentage de logements sociaux, c'est à la fois les logements des particuliers, les foyers de personnes âgées, les résidences universitaires, etc. On tourne entre 28 et 30%. Mais il y a une chose essentielle, invisible, que l'on ne constate pas, si ce n'est en prenant sa plume et en traitant les dossiers. Cette chose invisible s'appelle les conséquences de la mixité. Une mixité que nous avons imposée. En 1977, 80% des logements sociaux existants à Rennes sont construits dans les 4 grands quartiers périphériques de la ville. Maurepas, les Champs-Monceaux, Villejean et la ZUP Sud, le Blôme. Alors, ce n'est pas une critique que je fais à l'égard de mon prédécesseur. C'est simplement un constat. D'abord, à l'époque, avant 77, ou plus exactement avant 81, l'urbanisme était un urbanisme d'État. Premier point. Donc, la décentralisation en matière d'urbanisme, elle ne fonctionne pas. D'autre part, voyez l'évolution de la Bretagne, c'est une évolution que j'ai constatée de manière très, très physique. Vous avez une modernisation de la population agricole et de l'économie agricole. Modernisation, moi, gamin, j'ai connu la faucheuse. Après, la moissonneuse-lieuse. Après, la moissonneuse-batteuse. Et ce qui fait que lorsque vous aviez 20 personnes qui étaient mobilisées pour faire la moisson, avec la moissonneuse-batteuse, 2 personnes, ça suffit. Avec les conséquences, on supprime les pommiers, on supprime les haies, etc., etc. Et les gens se prennent un peu pour des Américains. Et cette population-là, eh bien, elle s'est trouvée libérée par rapport à ses anciennes activités. Et concordance très bien organisée, c'est à ce moment-là que l'usine Citroën s'implante à Rennes. L'usine Citroën, ne l'oublions jamais, ça a été quelques 20 000 personnes qui ont travaillé chez Citroën. 20 000 personnes qui pouvaient rester d'ailleurs habiter dans leur commune d'origine, il y avait un système de transport, ou qu'il fallait héberger à Rennes. Et ça s'est fait très rapidement, et la construction de ces grandes tours dans ces différents quartiers, là, a été une nécessité d'urgence. Simplement, quand vous dites qu'il y a 80% de logements sociaux construits dans des quartiers périphériques, la mixité sociale peut exister, 80% de logements, mais la mixité sociale géographique, elle n'existe pas, puisqu'ils sont concentrés dans ces 4 quartiers. Et le grand défi que nous avons relevé, et j'en suis très fier de l'avoir fait avec mes amis, c'est que en 30 ans, ces 80% là sont passés 1998 à 60%, 2008 entre 51 et 53%. Et ça, cette notion de mixité sociale géographique est quelque chose de déterminant pour le vivre ensemble et les relations. Mais on a mis 31 ans. Alors, on a mis 31 ans avec des moyens que nous avons mobilisés. La ville de Rennes est l'une des très rares villes de France qui a une maîtrise municipale publique du foncier de son territoire. Un maire pourra vous raconter toutes les idées, les images possibles qu'il veut vous raconter sur le logement ou sur l'environnement. Si ce maire ou l'autorité publique ne maîtrise pas le foncier,
il n'y a pas de politique d'environnement, il n'y a pas de politique sociale de logement. Et cette notion de maîtrise publique foncière par la ville est une notion qui a été mise en pratique dès 1953, à Rennes. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette notion a été mise en place dès 1953 ? Tout simplement, quand à Rennes, vous observiez la municipalité de l'époque, c'était la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne, sur le plan économique, sur le plan social, n'était pas une démocratie supporter du libre marché. Et puis à l'époque, vous aviez aussi des représentants du Parti socialiste. Et donc cette notion de maîtrise foncière, de maîtrise publique foncière, est quelque chose de fondamental. À telle enseigne que lorsque j'ai quitté la ville, enfin les responsabilités qui sont les miennes en 2008, la ville c'est 5000 hectares. Sur ces 5000 hectares, il y avait plus de 3000 hectares de terre, de terrain, qui étaient maîtrisés par la ville de Rennes. Alors, dans ces 3000 hectares, c'est plus de 3000 hectares, je mets bien évidemment les routes, hein, je mets les surfaces qui vous environnent, la surface sur laquelle vous avez construit et animé ce lieu. Mais cette maîtrise du foncier est quelque chose d'exceptionnel. Alors, pour maîtriser le foncier, il faut que vous en ayez la volonté. Il faut aussi que vous ayez des services très compétents, très attentifs. Et je veux rendre hommage aux services fonciers de la ville. Il faut que vous sachiez, par exemple, que, et ça doit continuer, tous les jours, vous avez des personnes à la ville qui analysent les offres de notaires, les offres de vente, les offres d'achat, et il y a des politiques qui sont mises en place. Autre élément aussi qui est important, pour maîtriser ce foncier et organiser ces constructions avec mixité sociale et mixité géographique, c'est bien évidemment l'impact, comment dirais-je, la mobilisation budgétaire que vous devez faire. Je vais prendre un exemple très simple. La ville, quand elle achète des terrains, par exemple, elle achète des terrains au prix de marché, comme n'importe quel particulier. Mais si vous voulez construire des logements HLM, vous ne pouvez pas revendre au prix de marché ces terrains acquis aux offices HLM. Vous ne pouvez pas les revendre au même prix. Parce que si vous les revendez au même prix, vous allez demander aux locataires de l'office HLM de verser un loyer qui permet aussi de rembourser les emprunts que vous avez pu passer pour acheter ce terrain. Ce qui fait que la ville, ça c'est quelque chose de fondamental, la ville achète des terrains et elle les revend ou elle les donne même aux offices HLM à des prix infiniment inférieurs. Mais il faut bien compenser, tout comme quand on a avancé une politique de réhabilitation des logements HLM, entre autres à Clenay, il y a eu le financement par la ville de ces actions de réhabilitation. Et vous voyez, à travers cet exemple que je vous donne très sommairement, mais tous les chiffres sont là, vous voyez quel peut être l'effet redistributif d'un budget municipal. Je prends le cas des archives municipales. Lorsque vous devenez usager très librement des archives, vous ne payez pas comment dirais-je, de carte. C'est gratuit, c'est gratuit. Simplement, je vais vous annoncer quelque chose. Ces deux personnes, là, leurs collègues, elles ont besoin d'être rémunérées. Bon, si on les rémunérait, bien évidemment, à la hauteur de leurs compétences et de leurs services, je ne devrais pas dire ça, vous ne le répéterez pas. Bon, mais vous voyez la notion d'effet redistributif du budget. Et puis, vous avez aussi un autre élément, lorsque je parle de la maîtrise foncière de la politique de logement, c'est bien évidemment les réglementations que nous mettons en place, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et autre caractéristique aussi concernant la ville de Rennes, c'est que nous avons toujours entretenu avec un certain nombre de promoteurs rennais des relations très partenariales. Un promoteur n'a pas intérêt, enfin un promoteur local, n'a pas intérêt à squeezer la municipalité. Surtout lorsque la municipalité a la maîtrise publique du terrain. Car un promoteur peut faire un coup, mais s'il ne respecte pas les règles, s'il ne respecte pas une certaine déontologie,
vous pouvez être sûr que pour une prochaine opération, la municipalité, les services prendront les voies et les moyens pour ne pas répondre aux attentes du promoteur. Et nous avons eu la chance, et nous avons toujours la chance, d'avoir à Rennes un certain nombre de grands promoteurs qui ont commencé à Rennes et qui sont au niveau national, qui ont accepté un certain nombre de principes et qui ont joué le jeu du partenariat. Et si je suis trop long, vous m'arrêtez, hein, parce que combien il me reste 2 heures? Non. Et je vais vous raconter une anecdote. L'entreprise Auberture, qui était rue de Paris, connue pour l'histoire des calendriers, connaît des difficultés, elle éclate en différentes entreprises, et donc le terrain et les bâtiments de cette entreprise, rue de Paris, sont vendus. Au moment de la vente, 4 promoteurs rennais viennent me voir pour me dire quels sont leurs projets sur ce terrain-là. Et je trouve que leur projet correspond, puisque dans toute opération nouvelle, depuis 1977, il devait y avoir systématiquement 25% de logements locatifs aidés. Règle que nous avons respectée. Et donc, les enchères se passent et ils acquièrent les terrains de la rue Auberture. Quelque temps après, 1 mois après, il y a un promoteur dont je ne citerai pas le nom, mais rassurez-vous, il n'était pas breton. Je ne dirai pas la région, hein, parce que... mais il n'était pas breton. Qui vient me voir pour me dire que, comme les textes le prévoient, lorsqu'il y a enchère et acquisition à la suite d'enchère, il y a la possibilité pour une personne qui n'a pas participé aux surenchères de surenchérir, donc de nouvelles enchères. Et je me souviendrai toujours de ce promoteur, je ne caricature pas, physiquement c'était JR. Je ne sais plus comment, hein, mais le cigare, alors il avait le chapeau à la main, mais puis imposant, quoi. Et donc il me dit qu'il était intéressé, et bon, je lui dis c'est la loi, hein, et il décide de surenchérir. Donc la surenchère a lieu. Et je savais que ce promoteur était un promoteur qui faisait des coups. Il allait dans une ville, il fait un coup, après il part. Et il se trouve que la ville de Rennes était en délicatesse avec ce promoteur sur le quartier du Landry. Une délicatesse et une indélicatesse de sa part du temps de mon prédécesseur, et la ville continuait d'être en procès avec lui. Et donc, je participe à la surenchère. Alors bien évidemment, quand vous participez à la surenchère en question, vous n'avez pas pris de délibération. Parce que si dans une délibération, on vous dit, bon, voilà la somme, délibération publique, hein, voilà la somme que vous ne pourrez pas dépasser, il n'y a plus de concurrence. Hein. Et les enchères se déroulent, je me souviens, rue Nationale, alors c'est les bougies, hein, vous devez connaître ce genre de choses, quoi. Et point de départ de la surenchère, 14 millions. Et on va 100 000 par 100 000. 14 millions 100 000, 14 millions 200 000, et à chaque fois, je mets 100 000 de plus. Et je me dis, bon, on joue. Le problème, c'est qu'on arrive à 15 millions. On arrive à 20 millions. Et dans ma tête, je m'étais dit, tu ne peux pas dépasser 24 millions. Tu ne peux pas dépasser. C'était un calcul sommaire que j'avais. Alors pourquoi tu ne peux pas dépasser 24 millions? Parce que imaginez que vous devenez propriétaire de ce terrain-là et que vous voulez y mettre des HLM. Si le prix du terrain est élevé, vous ne rentrez plus dans le cadre des équilibres. Je m'étais donc mis dans la tête, on ne dépasse pas 24 millions. Nous voilà 23 millions. Il met 24 millions 600 000. Je mets 24 millions 800 000. Non, c'est lui qui met 24 millions 800 000.
je mets 23 millions 800 000. Je mets 23 millions 900 000 et il cale. Bon. C'est l'exercice de la responsabilité. Et pour revenir à cette politique sociale, cette mixité sociale et géographique, donc vous voyez, on est passé de 80 aux alentours de 50 à 51, ou entre 50 et 55, mais vous voyez, il faut 20 ans ou 30 ans pour faire ça, avec une volonté et une mise de fonds qui est tout à fait remarquable. Et lorsque j'évoque la mixité, c'est la mixité sociale, mixité géographique, c'est aussi la mixité des fonctions dans les quartiers, cette notion de quartier, d'unités de quartier qui doivent être des unités de vie avec des équipements, des équipements culturels, des équipements sociaux, etc. La composition des quartiers en tant que lieu de vie, quand je dis activité, c'est des entreprises, des services publics, etc. La construction de la ville, la confection de la ville, et donc l'urbanisme, la notion de plan urbain est quelque chose de tout à fait fondamental. Et ce que nous avons poursuivi aussi, c'est que depuis très longtemps, à Rennes, un principe avait été accepté, mis en œuvre depuis les années 60, c'est que la ville de Rennes devait être entourée de ce qu'on appelle une ceinture verte. C'est-à-dire que à la périphérie de la ville, eh bien, il devait y avoir des espaces agricoles, des espaces ruraux, des espaces paysagers protecteurs. Alors, il faut dire qu'avec l'extension de la ville, vous avez eu aussi des professions qui ont été très touchées. Par exemple, il y a 40 ans ou 50 ans, ou dans les années 50-60, vous aviez beaucoup de maraîchers à l'intérieur de la ville. Or, extension de la ville, ça veut dire que vos serres, vous devez les transporter ailleurs, quoi. Et donc, cette notion de ceinture verte est une notion que nous avons tenu à préserver. Et au niveau de l'agglomération, le principe des ceintures vertes a été un élément directeur pour notre démarche. Parce que j'étais maire, on est maire, et j'étais aussi président de Rennes Métropole, du district, puis de Rennes Métropole. Et ce qui fait que chaque bourg est entouré d'espaces verts, d'espaces agricoles, d'espaces ruraux, d'espaces paysagers. Et c'est pour ça qu'on parle de la ville archipel, de la ville multipolaire. Et ce respect de ce schéma-là est, je pense, un acquis de la culture communautaire qui me semble essentiel. Et dernière grande décision au niveau de l'agglomération, de la communauté d'agglomération, ça a été de mettre en place des plans locaux d'habitat, des plans locaux de l'habitat, les PLH. Et le dernier que nous avons mis en place, avec l'assentiment majoritaire des élus, la seule opposition, c'était l'opposition, les opposants rennais qui se sont manifestés, a été de mettre en place, en 2005, le dernier plan local de l'habitat. Je le considère comme un plan tout à fait exemplaire. Tout d'abord, c'est 3 ans de travaux, 120 réunions pour écouter, convaincre, se mettre d'accord. Et c'est là que vous voyez que quand vous sollicitez un mandat, il ne faut pas compter votre temps. Il y a une disponibilité, il y a un travail à faire, un travail en relation avec les services. J'ai toujours pensé que si vous assistiez à une réunion dans laquelle il y avait des élus et des fonctionnaires ou des experts, vous deviez être, observant cette réunion, incapable de dire qui est élu, qui est fonctionnaire. Pourquoi ? Parce que dans ce genre de réunion, ou dans ces réunions, c'était un principe auquel je tenais beaucoup, chacun doit s'exprimer librement. Puis après, bon, les élus décident. Et ce qui compte, lorsque l'on est fonctionnaire ou agent territorial ou agent de l'État, c'est la compétence et la loyauté. Parenthèse, quand je suis arrivé à la mairie en 1977, aucun fonctionnaire en place n'a été remercié. Et tous les fonctionnaires ont conservé leur activité, leur responsabilité. Les Américains pratiquent ce qu'on appelle le spoil system. Moi, je n'ai jamais demandé à un fonctionnaire que je recrutais ou que les services recrutaient s'il avait la carte de telle ou telle organisation syndicale, de tel ou tel parti. Ça fait partie aussi du vivre en intelligence. Et lorsque j'évoque ce fameux PLH, alors, sa durée couvrait la période 2005-2012.
7 ans, c'est une période tout à fait normale. Et je vais vous faire un aveu, en tant que parlementaire, j'ai voté le quinquennat du président de la République. Je pense que c'était une erreur. Non. Mais ça ne concerne pas les citoyennes et les citoyens de Rennes, parce que ça passe très vite. Je pense que Emmanuel Macron doit avoir l'expérience de ce passage très, très rapide. Alors, donc, on couvre la période de 7 ans, période qui peut être prolongée d'ailleurs. On fixe le nombre de logements à construire, commune par commune, au cours de ces 7 ans. Quand je détaille ces décisions, ce sont des décisions qui sont prises à la majorité des 3/4 des élus, ce qui veut dire qu'il y avait un sens, il y a un sens de la responsabilité tout à fait remarquable. Et on détaille la somme de ces logements à construire commune par commune. Alors comment répartit-on les logements à construire commune par commune? Toute commune doit construire chaque année l'équivalent de 6% de ses résidences municipales, de ses logements, résidences municipales, comptabilisés en 2003 ou en 2004. Je me souviens plus, 2003 ou 2004. D'autre part, dans toute opération, il doit y avoir 25%, toute opération. Alors, une précision quand j'ai dit toutes les communes, non. Il y a 2 communes qui n'émergeaient pas à ce plan local de l'habitat, c'était Montgermont et Chartres-de-Bretagne. Pourquoi Montgermont et Chartres-de-Bretagne? Parce qu'elles n'avaient plus de foncier disponible, donc elles ne pouvaient plus construire. Donc, dans toute opération, il doit y avoir, commune par commune, 25% de logements sociaux aidés, locatifs. 25% d'accession sociale à la propriété ou de locatifs intermédiaires. Il ne pouvait pas y avoir moins de 50% de logements collectifs ou semi-collectifs. Imaginez ce que ça veut dire. Et, autre point tout à fait déterminant, il ne pouvait pas y avoir plus de 25% de logements construits sur des parcelles dépassant 350 mètres carrés. Alors, vous imaginez bien que déjà avoir une parcelle de 350 mètres carrés à Rennes, devenir propriétaire pour mettre une maison individuelle sur une parcelle de 350 mètres carrés, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont les moyens de ce genre de choses. Si vous avez une parcelle de 3 ou 4 000 mètres carrés dans telle ou telle commune, vous pensez bien que ce n'est pas un fonctionnaire classique ou un ouvrier de Citroën, revenu moyen, qui peut se permettre d'avoir cette surface. Et c'est là que vous voyez aussi comment la notion de mixité sociale peut fonctionner, comment le principe d'égalité peut fonctionner. Et bien évidemment, les communes ont été financièrement aidées par Rennes Métropole. On avait mis à la disposition de ces différentes communes des techniciens, des urbanistes. Je voulais citer le nom d'une personne qui est toujours en activité, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, c'est Nathalie Demellay, qui est en charge du logement social notamment, et qui, tout en étant très jeune, a participé à la construction de ce PLH de 2005. Et lorsque, en 2012 ou 2014, le Conseil de Rennes Métropole a évalué ce plan, l'exécution de ce plan, j'ai lu la délibération, je l'ai retrouvée grâce à vous. Conseil de Rennes Métropole était très heureux de constater que les orientations qui avaient été prises par Rennes Métropole à partir de ce PLH avaient été respectées et on l'a continué. Alors, si je vous donne ces différents points, ces différents détails, c'est pour vous montrer que lorsque l'on parle de l'urbanisme, du plan urbain, le plan urbain, c'est un concept que l'un de nos collègues, un ami personnel, Jean-Yves Chapuis, a promu. Et il a fait un ouvrage d'ailleurs intitulé Plan humain et pas simplement plan urbain. Et l'urbanisme, c'est-à-dire la maîtrise du territoire, savoir ce que vous allez mettre sur telle ou telle partie du territoire dans la cohérence et la cohésion, est une discipline fondamentale parce qu'elle intéresse
toutes les politiques qui vont arriver, y compris les politiques du logement les plus importantes. Ça concerne la circulation, ça concerne le rapport avec les autres, ça concerne le budget, ça concerne vraiment la maîtrise, la maîtrise par le pouvoir municipal. C'est une mobilisation et une compétence tout à fait essentielle. Simplement, vous voyez le lien que l'on doit faire avec aussi les ressources municipales, ressources budgétaires municipales, et la nature, la définition des budgets. Quand je parle de ce plan local de l'habitat, c'était aussi le temps où l'on avait mis en place le VAL, et je n'avais pas hésité, suivi par la majorité du district et de Rennes Métropole, à créer, à côté de l'impôt districal qui existait, un impôt ménage. Chaque ménage des différentes communes de l'agglomération rennaise participait à ce montage fiscal, la participation, mais j'estime que le lever de ces différents impôts a été déterminant parce qu'on a fait des investissements qui ont été des leviers de développement exceptionnels. Alors, je vais terminer par un exemple très, très rapide sur la notion de mixité sociale et géographique à Rennes, que vous devez connaître. Alors, celui-là, il est visible, mais on ne s'aperçoit pas nécessairement de sa signification. Au pied du Tabor, vous avez une résidence de 81 logements HLM. La résidence Lucien Rose, c'est le nom d'un ami malheureusement disparu, il m'est très cher. Et vous avez 81 logements HLM qui sont là. Alors, si on avait suivi une logique purement financière, on aurait vendu le terrain des anciennes serres du Tabor qui avait été transféré sur la route de Vezin. Ça aurait été une rentrée financière, une rentrée financière extrêmement importante. Non, on a choisi ce genre de choses. Et je me souviens, j'avais participé, quand j'étais parlementaire, j'ai toujours été membre des commissions des finances, et j'ai eu un débat très vif avec un économiste très renommé dans une commission, mixte d'ailleurs, Assemblée nationale, Sénat, car il était fondamentalement hostile à l'idée de fonction redistributive du budget municipal, ou du budget local, du budget des collectivités territoriales. J'étais fort marri de cette opposition-là et de cette non-croyance. On était au stade, non pas de la démonstration, mais vraiment de la croyance. Et je m'apercevais une fois de plus que vous aviez des communications qu'il fallait instaurer. Alors, je voudrais vous remercier pour votre patience et votre civilité, car je viens de constater que je parle depuis 18 heures. Madame la directrice, vous n'êtes pas astreinte à l'obligation de réserve quand vous invitez quelqu'un, et vous, en tant que citoyen et citoyenne, vous avez le droit de dire basta, ça suffit. Merci. Une petite limite à 1h30, c'est parfait. Ah bon. Merci, monsieur Hervé. Non,